Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la série de séminaires conjoints en partenariat entre la Fondation Jean Jaurès et Sciences Po dans le cadre des élections européennes 2024. Je suis ici avec deux experts de la question européenne et nous allons débattre pour vous autour des enjeux du déficit démocratique. Existe-t-il un déficit démocratique européen? De quoi parle-t-on? Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'être avec Anya Thomas. Vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Lille et vous êtes chercheuse au CERAPS qui dépend de l'université de Lille. Vous avez fait votre thèse sur l'Assemblée nationale, Bundestag et l'Union européenne, publiée aux éditions Nomos, c'est une maison d'édition allemande. Et Sylvain Kahn, vous êtes professeur agrégé au Centre d'Histoire de Sciences Po et auteur notamment d'un ouvrage publié au PUF sur l'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945. Moi-même, je suis Pervenche Berès, j'ai été 25 ans députée européenne, présidente de 2 commissions parlementaires et membre du conseil d'administration de la Fondation Jean Jaurès. Pour commencer cet échange, je vous propose d'aller au fondamental. On parle d'un déficit démocratique européen. Est-ce qu'il y a une spécificité d'un déficit démocratique attaché à l'Union européenne ou est-ce qu'on est dans un problème plus global d'un déficit ressenti d'expression d'une volonté populaire à travers le mécanisme de l'élection? Anya, est-ce que vous voulez commencer? Et j'ajouterais peut-être un point de contexte, puisqu'on est quand même dans une élection où il y aura 37 listes en compétition en France, 3 de plus que la dernière fois, alors même que l'on sait qu'il faut avoir plus de 5% des voix pour pouvoir avoir des représentants. Donc, de quoi parle-t-on? Merci beaucoup de cette invitation. Évidemment, cette question du déficit démocratique est quelque chose qui est beaucoup plus large que l'Union européenne. Nous avons des discussions sur les nouveaux modes de représentation au niveau national, sur plus de participation aussi au niveau national. Nous avons les parlements nationaux qui sont en train de s'ouvrir vers des instruments de participation directe. Je pense que le fait que nous associons le déficit démocratique avec l'Union européenne est quelque chose d'un tout petit peu historique, parce que l'Union européenne est un régime politique qui s'est développé au cours du temps. Donc nous avons expérimenté toute une phase pendant laquelle les élections européennes étaient des élections qu'on qualifiait de second ordre, c'est-à-dire les citoyens n'y faisaient pas trop attention, ne prenaient pas part, ou élisaient des partis qu'ils n'auraient pas élus au niveau national. Aujourd'hui, nous sommes évidemment depuis un certain temps dans un autre contexte. Les élections nationales s'européanisent de plus en plus. Et deuxième point aussi, c'est que nous sommes toujours, concernant ce déficit démocratique, dans cette négociation des pouvoirs du Parlement européen, des pouvoirs des représentants directement élus des Européens, et cette négociation, elle se fait à travers le changement des traités et à travers, on va dire, le jeu entre le Parlement européen et le Conseil. Sylvain Kahn? Je pense aussi que la question du déficit démocratique se pose pas uniquement pour les élections européennes et pour la citoyenneté au sein de l'Union européenne. L'un des symptômes sans doute les plus tangibles de ce phénomène, c'est le succès de leaders et de partis qu'on appelle populistes, donc qui à la fois se prétendent plus démocrates et plus démocratiques que les partis classiques, tout en contestant le système de la démocratie représentative. Et on voit bien que le populisme, c'est quelque chose, par exemple, que Yascha Mounk
en particulier, il n'est pas le seul à bien documenter. On voit bien que le populisme a du succès aux États-Unis, par exemple, en Inde, et dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne. Donc ça, c'est un symptôme, hein, évidemment, c'est pas le seul. S'agissant de l'Union européenne, la question du déficit démocratique, néanmoins, Anja Thomas le rappelait, elle est, comment dire, plus ancienne que l'apparition des populismes au XXIe siècle dans un certain nombre de pays démocratiques, parce que dans la tradition, et on pourrait dire dans la culture démocratique telle qu'elle s'est développée à partir soit de la Révolution américaine à la fin du XVIIIe siècle, soit de la Révolution française, voire même de la Révolution anglaise, il y a l'idée que c'est le peuple qui se gouverne, et que la forme que prend ce peuple, c'est la nation. Ça, on va dire, c'est un petit peu l'axiome de base de la démocratisation des peuples en Europe au XIXe et au XXe. Or, l'Union européenne, la construction européenne, vient dire attention, il pourrait y avoir une autre forme du peuple qui se saisit lui-même, qui est un parlement transnational, qui est un pouvoir supranational, et donc du coup ça heurte beaucoup. Il y a donc un certain nombre de gens et de forces politiques qui les représentent qui se demandent si ce qu'on appelle la démocratie représentative à l'échelle de l'Union européenne n'est pas en fait soit une forfaiture, soit une illusion, soit une manipulation, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Voilà, à mon avis, la spécificité de la question du déficit démocratique appliquée à l'Union européenne. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quand même des éléments d'analyse de ce déficit démocratique que l'on retrouve dans les autres formes de représentation, sur la question du taux de participation, sur la question de avec cette impression que parfois certaines opinions ne sont pas représentées ou mal représentées, et qu'il y a une déviation de l'objet de l'élection, y compris à cause du développement de ce qu'on pourrait appeler une société du spectacle ou du populisme. Oui, alors ça, bien sûr, ça c'est, on pourrait dire, il me semble que ce à quoi vous faites allusion, Pervenche Berès ici, c'est la critique telle qu'elle s'est nourrie et développée depuis une vingtaine d'années en sciences sociales, de la démocratie représentative. On pense par exemple au livre de Pierre Rosanvallon sur la contre-démocratie. Donc c'est les appels ou le besoin à développer d'autres formes démocratiques, comme la démocratie participative par exemple. Pour autant, est-ce que la démocratie représentative est complètement épuisée, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt imaginer qu'il devrait y avoir une espèce d'alliance, de cohabitation et de complémentarité entre ces différentes formes? Vous faisiez allusion, par exemple, tout à l'heure au fait qu'il y a 37 listes qui se présentent en France. On est quasiment certain que ce ne sont pas ces 37 listes qui passeront la barre des 5% des suffrages permettant d'envoyer des députés au Parlement européen. Du coup, on peut se demander si elles ont entre 0,5 et 4,9%. Est-ce que ça serait pas juste? Est-ce que ça serait pas également sain pour la démocratie que d'une manière ou d'une autre, ces familles politiques ou ces courants politiques puissent être représentés d'une autre façon, puisqu'elles ne seront pas au Parlement européen? C'est un peu la question que vous posez. Et on aimerait répondre oui, mais à ce moment-là, comment faire? Parce que la question de la démocratie participative, c'est aussi que ça prend beaucoup de temps, et que la démocratie représentative a cela de formidable que, d'une certaine manière, elle permet au peuple, en tant que collectif, et aux citoyens, les individus, de participer à la prise de décision, voire même de considérer que si on décide, c'est pour eux et par eux, sans pour autant y passer 90% de leur temps. Voilà. Hein, donc pour vous, le fait que dans ces élections européennes, il va y avoir 37 listes, c'est la manifestation d'une envie, d'une autre expression que justement la représentation au Parlement européen. Je ne sais pas si c'est la manifestation de cette envie, mais dès lors qu'on permet et qu'on trouve ça légitime qu'il puisse y avoir autant de listes, en sachant très bien à l'avance que toutes n'enverront pas des députés, il me semble en effet qu'il serait à la fois judicieux et juste de penser à une organisation du politique qui permette que soit d'une manière ou d'une autre pris en compte les idées
des listes qui n'enverront pas de députés. Alors, j'ai pas la réponse à la question, mais je crois que l'une des raisons qui font que certaines familles politiques et certains individus et certains citoyens éprouvent qu'il y a un déficit démocratique, c'est qu'ils peuvent avoir le sentiment que leurs idées, leurs convictions, leur système de représentation, je sais pas, prenons les animalistes par exemple, eh bien, ne trouvent pas d'expression politique. Et sans doute, mais là je parle à la fois sous votre contrôle, vous avez été député, vous l'avez rappelé 25 ans, et sous le contrôle de Ania qui connaît ça beaucoup mieux que moi, sans doute que lorsque, en tant que citoyen, on a le sentiment que ce en quoi on croit n'est pas représenté, sans doute que ça nourrit l'attraction populiste. Ania ? Oui, les 35 listes, je pense que... 37, pas oui, pas 30. Elle nous montre effectivement qu'on peut exprimer beaucoup de volonté, d'idées par rapport à l'intégration européenne. Maintenant, il faudrait évidemment réfléchir si, par exemple, le seuil des 5% est un seuil adéquat. Le seuil des 5% que nous avons actuellement en France pour les élections européennes, pour entrer au Parlement européen. Il y a de très bons arguments parce que les députés français sont déjà très éclatés à travers les différents groupes parlementaires au Parlement européen, mais en même temps nous avons des pays voisins comme par exemple l'Allemagne qui ont aboli le seuil de 5%, où il n'y a plus ce seuil pour permettre d'avoir on va dire une proportionnalité encore plus parfaite, adéquate de ces expressions des citoyens. Maintenant, vous avez parlé ce qui nous intéresse, c'est cette question de représentation. Comment est-ce qu'on peut représenter ce que veulent les citoyens européens au niveau européen? Et il me semble, ce qui est important à dire aussi par rapport à ce que j'ai dit avant, est que l'Union européenne est aussi un laboratoire d'expérimentation de participation plus directe, parce que nous avons eu pour le changement des traités la convention européenne pour préparer le traité constitutionnel dans la première décennie de ce millénaire. Nous avons eu la conférence sur le futur de l'Europe. Donc l'Union européenne est tout à fait un laboratoire de ce type de participation, avec toutes les questions qui se posent après. Est-ce que ces conférences, est-ce qu'elles sont représentatives? Est-ce qu'elles sont utilisées par les acteurs institutionnels eux-mêmes? Ce qui peut être discuté. Et donc il faut voir, il me semble, que l'Union européenne n'est pas seulement quelque chose qui clôt un espace de représentation, mais quelque chose qui ouvre un espace de représentation nationale vers un autre échelon de représentation qui peut permettre à des citoyens qui ne sont pas entendus au niveau national à s'exprimer au niveau européen. Si je vous comprends bien tous les deux, on est très loin d'un déficit démocratique, puisqu'on a à la fois un espace politique, le moment de l'élection européenne, qui permet la manifestation d'expressions qui ne se retrouvent pas dans des partis politiques dits traditionnels, d'une part, et d'autre part, un échelon dans lequel s'expérimentent, vous avez utilisé le terme de laboratoire, d'autres formes d'expression d'une volonté populaire. Donc, est-ce que on peut partir sur cette idée que, au fond, à l'échelle de l'Union européenne, on a une forme de laboratoire de tendances qui peuvent exister dans les États membres, qui ne s'expriment pas nécessairement dans une élection qui est avec une pression très forte pour un vote utile, qui ne se retrouvent pas dans l'élection européenne. Je pense que c'est juste, ou en tout cas c'est un élément auquel on pense trop peu souvent, parce que nous sommes toujours focalisés sur ce déficit démocratique. Maintenant, évidemment, il y a aussi des éléments, comme nous l'avons dit au début, de déficit démocratique que nous retrouvons aussi au niveau européen, un cloisonnement des institutions parfois, et surtout, ce qu'il faut voir au niveau européen est que nous sommes encore
parfois nous avons des problèmes de transparence, par exemple, comme nous avons des espaces médiatiques, par exemple, nationaux. Nous avons encore du mal à avoir des vrais débats européens, malgré le fait qu'il y a des avancées énormes concernant, par exemple, le débat des Spitzenkandidaten. Donc, je pense qu'il faut voir ce déficit démocratique comme ou cette question de la démocratie en Europe comme en évolution, en fait. Anya Thomas, est-ce qu'on est finalement dans un vrai déficit démocratique ou au contraire un laboratoire démocratique ? Je pense que l'histoire de l'intégration européenne nous a montré que nous sommes dans un vrai laboratoire, qui, comme j'ai déjà dit, qui ouvre aussi l'espace démocratique national. On verra avec des jeux d'échelle, avec la possibilité de s'exprimer à d'autres niveaux. Maintenant, nous avons évidemment, ce n'est pas simple de créer une démocratie à 27. Nous sommes dans 27 espaces nationaux avec leur système médiatique, avec leur cadre de référence. Nous avons aussi différents systèmes électoraux. Les citoyens sont habitués à faire démocratie de manière très différente, avec des démocraties dans lesquelles les parlements sont des vrais co-gouverneurs, si vous voulez, comme par exemple en Allemagne, ou avec des systèmes politiques dans lesquels les parlements ont plus une fonction délibérative, comme on peut peut-être le dire de l'Assemblée nationale, même s'il faut mettre beaucoup de caution ici, de précaution ici. Donc, le déficit démocratique est parfois quelque chose qui réside peut-être aussi dans ce qui nous est nouveau dans ce laboratoire démocratique, dans les différences que nous voyons avec d'autres systèmes politiques, et parfois nous faisons l'erreur, ça c'est quelque chose dont je discute beaucoup avec mes étudiants, de confondre des pratiques démocratiques, par exemple le fait qu'un chancelier ou une chancelière allemande doit s'assurer de sa coalition, de beaucoup de soutien à la fois au niveau fédéral, mais aussi à l'intérieur du gouvernement, avec des jeux d'intérêt. Souvent, dans l'Union européenne, quand il s'agit des jeux entre les États membres, on a cette narration des jeux d'intérêt, mais en réalité, ce sont souvent des systèmes politiques qui fonctionnent différemment. Donc, c'est un bilan nuancé concernant ce déficit démocratique. Alors, on l'a dit, est-ce que l'Union européenne est un laboratoire de nouvelles expressions ? Sylvain Klein nous avait dit, s'il y a 37 listes, c'est qu'il y a des gens qui se servent de cet espace politique pour exprimer des choses qui ne se retrouvent pas ailleurs. Peut-être faut-il inventer d'autres modes de représentation pour permettre ces expressions. Effectivement, à l'échelle européenne, il y a eu des expériences qu'on peut dire novatrices, que ce soit avec les deux conventions, celle qui a rédigé la charte, puis le projet de constitution. Et puis, il y a eu cette fameuse conférence sur l'avenir de l'Union européenne. On a vu en France un décalque, d'une certaine manière, ou une transformation de cet exercice, notamment avec la Convention citoyenne sur le climat. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur cet entre-deux des conditions de participation des citoyens à la vie de la cité? Est-ce que on est vraiment à un changement de dispositif et le Parlement européen en est un reflet, ou est-ce qu'on c'est une expérience parmi d'autres, parce que derrière on voit quand même que ces modes d'expression, il y a une volonté de rompre ou de dépasser une représentation classique avec des partis politiques dans un Parlement national, mais il y a un vrai enjeu et un vrai sujet de transformation de la délibération. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant d'avoir en tête que ces transformations ou ces multiplications des exercices démocratiques et des scènes démocratiques se retrouvent aussi à l'échelle locale.
Yves Saint-Omer, par exemple, a beaucoup étudié la démocratie participative à l'échelle des municipalités, notamment au Brésil. C'est quelque chose dont se sont emparés un certain nombre de municipalités européennes et françaises. On pense par exemple à l'exercice de budget participatif de la municipalité de Paris. Il y a des choses équivalentes qui se sont mises en place, je crois, à Lyon, à Strasbourg ou à Besançon. Donc, on sent effectivement qu'on est vraiment sorti de cette période qui a duré plusieurs décennies où le nec plus ultra de la démocratie, c'était la démocratie représentative à toutes les échelles. C'est-à-dire on élisait des assemblées à l'échelle municipale, à l'échelle départementale, quel que soit le nom qu'on donne aux circonscriptions départementales dans tous les pays européens, puis à l'échelle régionale ou nationale, et enfin européenne. Et maintenant, comme vous le dites, effectivement, il y a l'idée que ça ne suffit plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un certain nombre de forces politiques qui ne se contentent pas de dire que ça ne suffit plus, mais qui disent que les unes, appelons-les démocratie participative pour aller très vite, ou démocratie directe, devraient se substituer et auraient plus de légitimité que la démocratie représentative. Ça c'est intéressant. Moi, il me semble que par rapport à ce que vous disiez, Pervenche Berès, c'est que du coup, l'échelle européenne permet, on va dire, d'ouvrir le champ des possibles, et le champ de la représentation, non pas au sens de l'élection, mais au sens de la manière dont on se représente la démocratie, dans chacune des cultures politiques nationales. Ça veut dire que, on pourrait dire d'une certaine manière que, avec le fait qu'on fait de la politique à 27, et avant à 28, c'est-à-dire avec chacun se confronte à des pratiques politiques qui ne sont pas forcément traditionnellement les siennes, du coup ça donne des idées à tout le monde. Et il y a donc une espèce de, le terme est peut-être pas très bien choisi, de syncrétisme ou d'hybridation qui se traduit à la fois par le fait que la vie politique européenne est quelque chose où on repère des choses existantes mais qui en même temps est neuf, et hybridation aussi parce que dans chacun des pays membres, on se dit tiens, là, ce qui se passe chez mes voisins, ça me donne des idées. Alors tout ça, évidemment, peut donner l'impression de bazar, de fourre-tout, de tour de Babel, et on peut comprendre que pour certains citoyens ou pour certains partis politiques, ça fasse un peu désordre. Mais il me semble, et d'ailleurs c'est plutôt documenté, que c'est plutôt le signe d'une richesse de la démocratie en général. Ania Thomas, votre évaluation de ce fonctionnement de laboratoire, de nouvelles formes d'expression? Merci, oui, je suis d'accord avec Sylvain que il s'agit de ce beau laboratoire, comme vous l'avez dit, mais que ce foisonnement démocratique en fait est important. Je pense que la conférence sur l'avenir de l'Union européenne a été extrêmement important pour voir comment les citoyens se sont emparés des questions européennes, comment des nouvelles dynamiques de discussion sont apparues autour des sujets compliqués, comme par exemple la migration, des dynamiques de consensus auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé avant, sans porter jugement comment ça s'est traduit après dans le système institutionnel décisionnaire. Et c'est là où j'en veux venir, parce qu'en fait, je pense aussi que nous devons faire attention avec ce genre d'instruments. Je pense qu'il faut que nous soyons clairs que pour le moment, ce sont des instruments de mise sur agenda, de recherche de consensus, de débat autour de questions européennes pour savoir ce que les citoyens européens, ce qui les motive quand ils pensent à l'Europe, quand ils pensent aux politiques à différentes échelles. Mais nous ne sommes pas, et nous l'avons vu avec tous les instruments de démocratie participative,
réellement dans la phase décisionnaire, parce que très souvent nous avons vu comme les gouvernements se sont appropriés même la convention après les résultats de la conférence sur le futur de l'Europe, parce que nous devons éviter que les citoyens soient déçus. Nous ne devons pas survendre ces exercices, parce que sinon nous avons un peu le contre-effet que les mobilisations nationales, les citoyens qui se sont très mobilisés pour ces questions se détache de l'exercice. Et ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même important. Et là, j'ai envie de revenir à, on va dire, aux travaux de Habermas sur la démocratie délibérative dans les années 70, parce qu'il a mis sur place tout un apparat on va dire, d'idées sur comment on pourrait faire fonctionner une démocratie délibérative complètement sans les institutions, mais il me semble que c'est aussi quelque chose qu'a dit Sylvain, que nous avons malgré tout besoin des institutions à proprement parler, parce que nous devons régler ces questions de représentativité, par exemple. Nous devons régler la question des citoyens, on va dire de différents degrés de professionnalisation, à la fois des hommes et femmes politiques, mais à la fois des citoyens qui se professionnalisent pour ce genre d'exercice. Et donc, nous n'avons pas forcément dans ces enceintes la représentation des citoyens, de toute la panoplie des citoyens, mais nous avons parfois des citoyens hautement professionnalisés pour ce genre d'exercice. Et nous devons juste penser toutes ces dimensions-là dans notre laboratoire, et là, nous allons pouvoir aller à l'avant pour avoir ce foisonnement démocratique qui est tout à fait important. Alors, on est quand même dans une situation un peu paradoxale. Donc, on est à peu près d'accord pour dire que finalement, le Parlement européen ou l'élection au Parlement européen peut être. Et d'ailleurs, c'est paradoxal parce qu'on parle de déficit démocratique peu à propos du Parlement européen. On se pose pas la question du fonctionnement des autres institutions. Mais bon, restons sur cet agenda puisque c'est celui du rendez-vous électoral de juin 2024. Mais on est dans une situation, le Parlement européen, où l'échelle européenne peut être un laboratoire à la fois d'expression au plan national, qui s'exprime plus facilement comme une impulsion dans l'élection européenne et qui se traduit par des modalités de participation inventives, innovantes. Et en même temps, avec le risque de déception que vous avez dit, puisque la délibération n'est pas organisée. Et donc il n'y a pas de mécanique de la prise de décision derrière ces modes de participation. Et en même temps, on a aussi un risque que dans l'élection européenne, il y ait une montée en puissance de l'extrême droite, donc qui refuse. Alors on le dit beaucoup dans cette campagne électorale, ne demande plus un Frexit pour parler de la France, mais demande un changement de nature de l'Europe de l'intérieur. Ça, c'est un petit peu les leçons du Brexit. Mais on a quand même, on le voit, un risque de présence beaucoup plus forte et importante de l'extrême droite au Parlement européen. Qu'est-ce que ça veut dire de cette tension entre une délibération qui n'arrive pas à se moderniser ou à tenir compte de cet éparpillement de la représentation et une traduction en réalité par une montée de l'extrême droite? Ben, il me semble que... Et puis j'ajoute peut-être une petite question, c'est quelles conséquences on peut craindre de cette montée en puissance de l'extrême droite au Parlement européen? En tout cas, sur la première de vos deux questions, Pervenche, il me semble que, dans un premier temps en tout cas, il ne faut pas forcément chercher une articulation logique. C'est-à-dire qu'il me semble que cette montée annoncée des partis de droite extrême et radicale, elle signale en même temps ce dont nous parlons depuis le début de cette conversation, à savoir qu'il y a on va dire un malaise dans la représentation, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour un nombre important et manifestement de plus en plus important progressivement de nos concitoyens européens. Mais le fait que cette montée du populisme à l'échelle européenne aille de pair avec le fait que les partis en question
disent maintenant nous ne prenons plus une sortie de l'Europe, mais nous prenons une transformation de l'Europe de l'intérieur, ça dit également dans le même temps qu'il y a une appropriation de plus en plus, par un nombre de citoyens, une appropriation de l'Europe, par un nombre de gens de plus en plus grand. En clair, on avait des partis qui sont actuellement dans le groupe parlementaire européen qui s'appelle Identité et démocratie, comme le Rassemblement national pour la France, ou la Ligue pour l'Italie, ou le PVV de Geert Wilders pour la Hollande, qui, jusqu'à il y a 5 ans, jusqu'au Brexit, comme vous le rappeliez, mettaient dans leur programme Frexit, Nexit, Italixit, Magyarxit, même si le Fidesz n'était pas dans ce groupe-là, peu importe. Et depuis le Brexit et le Covid, ces partis ne sont plus europhobes au sens propre, c'est-à-dire ils ne veulent pas foutre en l'air l'Europe ou en sortir, mais ils deviennent, au sens strict, eurosceptiques, c'est-à-dire ils disent bon, on veut bien rester dans l'Europe nous apporte un certain nombre de choses, mais attention, il ne faut pas faire trop d'Europe non plus. Bon, alors, il me semble que l'analyse qu'on peut faire, il y a un certain nombre de gens qui le font maintenant, c'est que les partis en question ont compris que pour accéder au pouvoir, parce que c'est ça la grande nouveauté du XXIe siècle, c'est que les partis anciennement tribuniciens et protestataires, populistes, veulent maintenant accéder au pouvoir, et pas seulement critiquer le pouvoir de l'extérieur. Ils ont compris que pour accéder au pouvoir, il fallait élargir leur base électorale, et que pour élargir leur base électorale, il fallait arrêter d'effrayer les gens en disant « si on arrive au pouvoir, on va sortir de l'UE ». Donc du coup, ça veut bien dire, c'est un témoignage paradoxal, que la construction européenne, est quelque chose que de plus en plus de citoyens s'approprient ou trouvent, même s'ils la râlent, même s'ils en voient les limites, trouvent bénéfique ou important. Et donc on a ce paradoxe d'avoir aujourd'hui, on va dire dans la décennie 2010, des partis politiques qui sont en même temps illibéraux, c'est-à-dire qui contestent à la fois la démocratie représentative, l'état de droit, le libéralisme politique, mais qui pour autant ne contestent plus, comme ils l'ont fait pendant 50 ans, la construction européenne. Alors que dans le champ politique comme dans le champ des sciences sociales, on était complètement habitué à considérer que un parti europhobe était plutôt un parti d'extrême droite au sens pas démocrate, pas démocratique, et qu'un parti pas démocratique était plutôt un parti europhobe. Et aujourd'hui, cette articulation, ou cette, comment dit-on, a changé. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une sorte de paradoxe qui est que l'extrême droite, telle que nous la voyons aujourd'hui au niveau européen, est aussi un peu le fruit du succès de l'intégration européenne. Parce que nous voyons aujourd'hui une extrême droite qui ne veut plus la sortie des États membres comme le Frexit, par exemple, pour le Rassemblement national, mais qui veut changer l'intégration européenne de l'intérieur. Et ceci veut dire, d'une certaine façon, que ces partis d'extrême droite ont en fait compris que les citoyens, ils se sentaient européens, que même les citoyens qui n'étaient pas d'accord avec les politiques de l'Union européenne, ils voient l'Union européenne comme un espace politique. Donc il y a une première apparition d'un espace politique européen. On ne peut pas partager du tout cette vision de l'Union européenne. Et nous savons tous que nous avons discuté tout au long de l'histoire de l'intégration européenne de beaucoup de visions de comment cette Union européenne devrait avoir lieu, et nous avons aussi beaucoup discuté d'une Europe des nations. Et il me semble que le Rassemblement national, en tout cas sur le papier, aujourd'hui parle d'une sorte d'Europe des nations. Et donc il y a une sorte de paradoxe où nous voyons à la fois que, par exemple, l'euro pour mes étudiants est quelque chose qu'ils ne remettent pas en cause. Même les plus eurosceptiques parmi mes étudiants, ils sont habitués à ce cadrage. Et donc nous sommes sur des temporalités d'identité et d'espace politique, mais ça veut dire quelque chose, je pense, sur l'espace politique européen, même si nous pouvons ne pas être d'accord avec le type d'espace européen qui est en train d'émerger. Et ensuite, il faut aussi penser
autre chose qui est que ce qui a été montré dans la littérature et que le Parlement européen, d'une certaine façon, a aussi permis à certains partis de certains pays, notamment le Rassemblement national, à leur fournir, le Parlement européen a fourni des ressources à certains partis d'extrême droite, notamment dans les systèmes avec des systèmes politiques nationaux avec des systèmes électoraux majoritaires, où de facto ces partis étaient plutôt exclus, bon ce n'est plus le cas en France, mais étaient plutôt exclus du Parlement national, et donc nous le voyons actuellement avec le procès contre Marine Le Pen pour utilisation frauduleuse des ressources européennes. Donc nous devons aussi penser le fait que ces échelles ils interagissent, et parfois malheureusement un nouveau vecteur d'expression peut aussi fournir des nouvelles ressources, à la fois d'expression, mais aussi de ressources à proprement dire, de salaire, pour les systèmes nationaux, et peuvent changer aussi les systèmes nationaux. Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore du tout parlé dans cet échange sur la nature du déficit démocratique et les nouvelles formes d'expression des représentations, c'est ce que la série La Fièvre d'Éric Benzekri, auquel la Fondation Jean Jaurès vient de consacrer une très importante étude, décrit, qui est au fond la montée en puissance d'une société du spectacle, avec d'un côté, on pourrait dire en caricaturant les wokistes, et de l'autre côté les identitaires. Comment est-ce que cette nouvel espace d'expression s'ajuste dans l'élection européenne? D'une certaine manière, est-ce que l'élection européenne n'est pas un très bon champ d'expression de ça, alors même qu'on voit dans le débat national, et là je parle de la situation en particulier en France, une volonté d'organisation du débat public qui n'a rien à voir avec le débat classique tel qu'on le connaissait, quand bien même, par exemple, la liste représentée par Raphaël Glucksmann manifestement change la donne par rapport à la situation des précédentes élections. Comment est-ce que vous voyez ça? Puis ensuite on passera peut-être à la question des Spitzencandidats comme moteur d'animation du débat démocratique européen. Mais d'abord sur cette question des nouvelles modes de représentation des... Oui, la société de spectacle, c'est une tendance que, au fond, nous décrivons depuis... elle n'est pas tout à fait nouvelle, je veux dire. Nous décrivons depuis 20 ans, c'est une plus grande médiatisation de tout ce qui est politique, c'est-à-dire la médiatisation, elle vient forcément avec une réduction, par exemple la réduction sur la tête de liste en Allemagne, ou en Allemagne, ça serait dans les élections, on a décrit ça depuis très longtemps, la réduction de l'intérêt médiatique sur le personnel politique en tête de liste, et une sorte de raccourci des messages, une réduction de la place que nous pouvons donner justement à cette délibération, une plus grande importance de ceux qu'on appelle en anglais peut-être des spin doctors, ceux qui doivent manipuler la voix médiatique. Nous avons évidemment les réseaux sociaux qui jouent un rôle très important. Je ne suis pas sûre si les élections européennes sont tellement plus importantes, voient une évolution beaucoup plus importante à ce sujet que les élections nationales. Nous avons évidemment le système des Spitzenkandidaten dont on a essayé d'attirer l'attention médiatique sur ces candidats. Mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut réfléchir. Il faut peut-être aussi réfléchir au mode de participation au débat
dans cette société de spectacle? Est-ce que les partis politiques du mainstream doivent aussi s'approprier d'instruments comme TikTok ou autres? Donc oui, c'est une réflexion qu'il faut avoir. C'est bien cadre. Déjà, en tous les cas, pour un certain nombre de pays où il n'y a pas d'élection nationale à la proportionnelle, c'est sûr que, on en parlait, mais ça revient ici, c'est sûr que l'élection européenne qui est à la proportionnelle, du coup, favorise, on va dire, un certain nombre de représentations, comme on pourrait les appeler, qui sont plus monothématiques. Voilà. Et donc, à partir de là, je crois que pour un certain nombre ça favorise du coup l'expression de tendances, de sentiments, d'affect, on pourrait presque dire, comme ceux auxquels vous faisiez allusion, qu'on peut comme ça schématiser comme wokistes ou au contraire identitaristes, alors que dans une élection où il y a moins la proportionnelle et plus le scrutin majoritaire, les partis politiques, pour arriver à l'emporter, doivent davantage apparaître comme des généralistes. Là, on sait très bien qu'avec un seul thème de campagne, surtout si on va chercher les gens du côté, disons, des émotions, on peut réussir à faire campagne et à avoir des élus. Bon, alors ça c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, j'en suis pas un spécialiste, mais pour ce que j'en comprends en lisant mes collègues, ce qui est un game changer, comme on dit dans la vie démocratique, c'est quand même les réseaux sociaux et la spécialisation, là aussi monothématique, d'un certain nombre de médias, qui peuvent être des grands médias comme la télévision, mais aussi maintenant, disons, les chaînes YouTube, l'utilisation du son et de l'image de manière extrêmement démocratisée, au service d'un certain nombre d'objectifs politiques extrêmement précis. Je crois que La Fièvre, notamment, parle de cela, sachant que là aussi, c'est quelque chose qui est très facile à manipuler. Y compris avec des ingérences étrangères. C'est ce que j'allais dire, y compris avec des ingérences étrangères. Et là, donc, il y a une forme, on va dire, d'expression, là encore une fois, d'émotion ou d'opinion, qui sans doute, dans l'époque précédente, on va dire celle du monde de la presse papier et des postes radio et de l'ORTF, pour aller très vite, ne trouvaient pas à s'exprimer facilement parce qu'elles étaient d'une certaine façon, c'est le cas de le dire, médiatisées, filtrées par des médias qui étaient généralistes. Tandis que maintenant, en effet, on peut décider, que ce soit les influenceurs ou un certain nombre de personnes qui dédient leur vie citoyenne, voire leur vie professionnelle sur les fermatrolles ou les comptes sur les réseaux sociaux, on peut décider de, comme on dit, faire le buzz, de faire monter comme ça en mayonnaise un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément des sujets qui vont chercher les gens du côté de la réflexion. Et là où il me semble qu'il y a une vraie interrogation à avoir du point de vue de la démocratie, c'est quelle est la responsabilité de ce qu'on pourrait appeler les grands médias qui s'emparent plus ou moins, s'emparent ou ne s'emparent pas des petites phrases, de ce qui est monté en mayonnaise sur YouTube, sur X, sur TikTok, etc. Et là, c'est pas un sujet dont je suis spécialiste, mais je pense qu'à l'échelle européenne, en tous les cas, vous le rappelez, on voit bien comment un certain nombre de, appelons ça, de puissances, entre guillemets, étrangères, qui peuvent avoir intérêt, pensent-elles, ou pensent leur gouvernement ou leur service secret à un petit peu, passez-moi l'expression, mettre le bazar dans la vie démocratique européenne et au sein du Parlement européen, s'en saisissent. Et ça, c'est effectivement un problème dont, manifestement, les gouvernements, les administrations centrales, les services secrets, je pense à Viginum, par exemple, à l'échelle de la France, sont en train de se saisir petit à petit, et espérons qu'à l'échelle de l'Europe, on s'en saisira d'une manière telle que on arrivera à protéger, disons, la démocratie européenne de ces manipulations. Je vous propose de passer peut-être à un autre aspect de notre débat ce matin, qui est la question de l'objet de l'élection européenne, qui est,
ensuite l'expression de la représentation et donc des conditions d'exercice du pouvoir au sein de l'Union européenne, et d'abord au Parlement européen, mais aussi à la Commission européenne. Et ici, on a ce débat maintenant qui est bien ancré autour de l'idée d'avoir des candidats tête de liste. Dans le jargon européen, on utilise l'expression allemande de Spitzenkandidat, mais en français, je crois qu'on peut parler de candidat tête de liste, avec cette idée que derrière l'élection européenne, au fond, comme dans un système parlementaire classique, il y ait la désignation de la personne qui exercera le pouvoir exécutif. Alors, on est dans une situation assez originale, puisque d'abord, il n'y a pas de modèle parfait, puisque on est encore en tâtonnement ou en expérimentation d'un tel dispositif, mais la dernière fois, Ursula von der Leyen n'était pas la candidate tête de liste du PPE, qui avait pourtant remporté l'élection. On peut penser que son entrée dans la fonction a été rendue difficile par les conditions de son élection qui ne plaisaient pas au Parlement européen, puisqu'elle n'était pas la candidate tête de liste. Elle a manifestement hésité à être candidate tête de liste, enfin elle n'avait pas très envie de l'être au fond, mais elle est de fait aujourd'hui, pas de fait, elle est la candidate tête de liste du PPE, et du côté socialiste, c'est le commissaire Nicolas Schmit, qui était le commissaire qui est le commissaire aux affaires sociales, qui a un profil très incarnant parfaitement, je crois, ce qu'est la social-démocratie aujourd'hui. En même temps, comme vous savez, j'ai eu la chance de participer à un rapport franco-allemand sur le futur des institutions, et manifestement, du côté du Conseil, cette idée que, à travers l'élection au Parlement européen, soit désigné le président de la commission, ou le président ou la présidente de la commission, est quelque chose qui n'a pas beaucoup de succès. Comment est-ce que vous voyez cette tension? Est-ce que c'est une vraie voie qu'il faut poursuivre? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut insister? Ou est-ce que, compte tenu de la nature hybride des institutions européennes, du rôle du Conseil, il faut en rester à une situation où, après l'élection, il y a une grande négociation qui s'ouvre, où le Parlement et le Conseil essayent l'un et l'autre de tirer leur épingle du jeu en fonction du résultat de l'élection. Je ne sais pas qui veut commencer. Sylvain. Oui, Sylvain Kahn. Je peux commencer. Je pense effectivement que, vu la nature et la spécificité du régime politique de l'Union européenne, comme disait Paul Magnette, c'est inévitable qu'il y ait une négociation, c'est-à-dire la prise en compte, y compris dans la confrontation délibérative, de l'expression sur ce point, à la fois des États membres, puisqu'il y a de facto une chambre des États membres, qu'on n'ose pas appeler ni un Sénat, ni un Parlement des États, mais qu'on appelle, vous l'avez rappelé, Pervenche, le Conseil, que ce soit le Conseil de l'Union européenne ou le Conseil européen, mais c'est très important dans le système politique européen, parce qu'il y a aussi beaucoup de citoyens qui se sentent, d'une certaine manière, bien ou mieux représentés par le fait qu'il y a cette chambre des États, et puis à côté, et peut-être pas sur un pied d'égalité complet, ça c'est à mon avis un vrai sujet, mais à côté, sur un pied de quasi-égalité, il y a le Parlement européen qui est, on peut dire, la chambre des citoyens, voilà. Bon. Mais je crois que, contraindre dans une espèce de corset institutionnel, régler la question de manière un peu, par une codification qui serait rigide, régler cette question, me semble, bien entendu, je peux me tromper, hein, mais je pense que ça serait prendre le risque d'incompréhension ou de frustration, parce qu'il me semble que cette nature, bon, on peut l'appeler hybride, moi j'ai proposé de l'appeler baroque, en référence au grand mouvement artistique européen du même nom. Il me semble que la nature baroque de cette construction européenne et de ce système politique institutionnel européen, le préserver avec une certaine souplesse et du jeu, me paraît une condition, peut-être pas suffisante, mais nécessaire, au fait que les citoyens européens
en dépit du fait que certains ressentent un éloignement, malgré tout se sentent représentés et se sentent partie prenante du système. Voilà. Et donc à partir de là, je crois que il y a cette espèce de compétition, on va dire comme ça, entre la manière dont le Parlement européen et les parlementaires européens envisagent la désignation du président de la Commission, compétition entre cette manière dont ils se le représentent et la manière dont les chefs d'État et de gouvernement ou les assemblées nationales et les gouvernements nationaux voient eux-mêmes la manière dont le président ou la présidente de la commission doit être désigné. Et je crois que malgré tout, même si ça paraît compliqué, même si c'est rugueux, même si c'est un peu lourd et lent, et que ça peut faire mauvais genre dans un système médiatique dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est nécessaire, c'est finalement plus sain pour le fonctionnement de l'Europe de conserver ce jeu et cette confrontation délibérative qui peut faire que parfois, on l'a vu en 2014, c'est le Spitzenkandidat qui se retrouve président de la Commission, c'était Juncker, et que en 2019, ça s'est pas passé comme ça, c'est finalement un président ou une présidente de commission qui n'était pas un des Spitzenkandidats. Voilà. Bon, voilà ma réponse à votre question. Donc si je vous comprends bien, c'est logique, c'est pas mal que les partis désignent des candidats à tête de liste, mais c'est pas grave et c'est normal qu'au fond, ce soit pas forcément ceux qui étaient désignés comme candidats à tête de liste qui l'emportent in fine. En tous les cas, j'ai bien compris. Vous m'avez bien compris. C'est ça. Vous allez s'étonner parce que je suis effectivement du même avis. Parce que je pense que le système des Spitzenkandidaten, il est très important justement dans cette démocratie médiatisée. Nous avons réussi à organiser des débats des Spitzenkandidaten si vous pensez à Maastricht par exemple récemment. Donc je pense que c'est très important pour que les partis européens, pour la cohérence des partis européens, pour qu'ils soient obligés de jouer ce jeu des Spitzenkandidaten, de se préparer à cette démocratie malheureusement plus médiatisée qu'on ne le souhaiterait. Mais en même temps, il ne faut pas en faire non plus trop, parce qu'effectivement, je pense que l'Union européenne, elle reste hybride dans le sens, elle reste un système de, on va dire, représentation indirect à travers le Conseil et un système de représentation directe à travers le Parlement européen. Et ces deux canaux, sources de légitimité, sources de légitimité sont tout à fait importants parce que nos espaces démocratiques sont très différents et doivent peut-être même l'être. Donc il me semble, comme pour rappeler, les traités ne prévoient pas que forcément les chefs d'État et de gouvernement choisissent ni le candidat du parti qui est arrivé en tête des élections européennes, ni d'une potentielle coalition, parce que tout ça est encore en négociation. Donc les traités disent quand même qu'il faut tenir compte du résultat des élections. Voilà, mais c'est un peu vague et je ne défends pas ces traités. Bon, ces traités ils sont ce qu'ils sont, mais nous devons prendre en compte, il me semble, même dans une optique de contrôle du Conseil, parce que nous sommes en train d'aller dans une période où nous allons avoir un Conseil de plus en plus de droite, voire avec des coalitions avec de l'extrême droite. Dans le contrôle du Conseil, nous avons besoin d'une commission forte. Et parfois, un candidat comme les Ursula von der Leyen, on peut penser de la personne ce qu'on veut, mais parfois une personne avec une longue expérience européenne peut avoir plus de ressources pour faire des coalitions avec le Parlement européen contre le Conseil. Donc en fait, ce jeu des différentes sources de pouvoir au niveau européen, il est complexe et je pense que nous, dans la communication sur l'Europe, nous ne devons pas faire l'erreur de trop nous pencher sur le système des Spitzenkandidaten parce que ça fait que beaucoup de citoyens ont en effet été très déçus
de l'évolution de cette représentation au niveau européen. Mais il faut aussi reconnaître que il y a cette deuxième représentation des démocraties nationales à travers le Conseil. Donc si je vous suis bien, si j'essaie de faire la synthèse, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante à une expression démocratique européenne. C'est une contribution utile au débat. Et il faut prendre en compte le jeu interinstitutionnel. Alors, je propose peut-être de maintenant nous pencher un peu sur le contenu de l'exercice démocratique dans le mandat qui vient de s'écouler. Et je vous propose cette réflexion parce que j'ai lu très récemment un papier et vous y aviez fait un tout petit peu allusion, Sylvain Kahn, quand vous avez dit que les pouvoirs entre les deux sources de légitimité, entre le Conseil et le Parlement européen, étaient à peu près égales, mais dans le à peu près, il y avait l'idée que peut-être souvent c'est le Conseil qui l'emporte. Et donc cette étude récente que je regardais disait que en réalité le pouvoir était exercé par le Conseil et que le Parlement européen fondamentalement n'était pas important dans le processus législatif. Évidemment, après 25 ans au Parlement européen, je ne peux pas partager ce diagnostic et j'ai l'impression que si on regarde le bilan de la mandature qui vient de s'écouler, on a quand même quelques angles très significatifs pour dire que là où le Parlement européen a pesé et où l'équilibre des forces s'est fait avec l'entrée en puissance du Parlement européen. Je propose peut-être de consacrer quelques minutes à cette thématique. Je ne sais pas qui veut commencer là aussi, peut-être Ania cette fois-ci. Je peux peut-être, oui, merci beaucoup. Je pense qu'il est très 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 important de souligner que dans n'importe quelle configuration de compétences de l'Union européenne, le Parlement européen est primordial. Juste que parfois, peut-être le Parlement européen agit plus comme une chambre délibérative et parfois il agit plus comme une chambre de travail. C'est-à-dire quand il est en codécision, quand il a la possibilité de négocier sur un même pied avec le Conseil, le Parlement européen est un co-gouverneur, comme nous le connaissons de certaines chambres au niveau national. Et dans les moments où le Parlement européen a moins de compétences législatives fortes, formelles, il reste une chambre importante pour l'impulsion de grandes orientations de l'Union européenne, de travail d'expertise, de travail aussi de contrôle à nouveau du Conseil. Donc je pense que nous avons au niveau national, dans la littérature, on décrit, on a cette typologie de chambre délibérative et chambre de travail. Donc si nous voulons faire un exemple facile, même si c'est très schématique, nous avons le Bundestag correspond plus à une chambre de travail, beaucoup de travail derrière des portes fermées, beaucoup de négociations à l'intérieur des groupes de travail, des partis et de la coalition. Pendant que l'Assemblée nationale est peut-être un tout petit peu plus une chambre délibérative, plus axée aussi sur l'interaction avec les citoyens directement. Ceci est très très schématiquement et le système politique français est en mutation. Mais nous devons voir que le Parlement européen, il a aussi ces deux éléments, mais dans les deux cas de figure, il est important. Je suis d'accord avec Paul Magnette qui, dans son livre Le régime politique de l'Union européenne, dit que fondamentalement, ce sont les gouvernements qui, en fait, qui ont décidé dans l'histoire de l'Union européenne de donner plus de pouvoir au Parlement européen ou pas, ou on va dire autrement, fondamentalement, nous devons mettre le Conseil très souvent devant ses responsabilités. Je le dis plutôt comme ça, parce qu'en fait, le Conseil, il participe à toutes les décisions. Ça, il faut pas l'oublier. Et donc, nous avons des champs comme le marché intérieur où le Parlement européen participe à part entière, le commerce international, et d'autres domaines comme la politique de défense par exemple, où le Parlement européen a moins de compétences formelles.
Mais il reste que le Parlement européen est primordial pour même dans ces domaines-là avancer des points importants de décision au niveau européen. Est-ce que vous pouvez donner des exemples au cours du mandat qui vient de s'écouler, de là où le Parlement européen a permis de faire balancer... Oui, le Parlement européen a été primordial, il me semble, dans la dernière législature concernant tout ce qui concerne la conditionnalité à l'état de droit et au bon fonctionnement de l'Union européenne, parce que sans le rapport du Parlement européen en 2022, la Commission européenne n'aurait certainement pas fait avancer et ensemble avec le Conseil, faire avancer ce sujet autant que l'a été actuellement. Et ça, c'est une question fondamentale du futur de l'Union européenne. Le Parlement européen a été très important en démontrant certaines déficit dans le déboursement des fonds attribués à l'aide à l'Ukraine, par exemple. Donc ce genre de travail de transparence. Mais aussi, évidemment, le Parlement européen a été primordial sur ce qu'on appelle en anglais le Green Deal, sur l'environnement. A été primordial sur la migration, même si sur la migration on peut être pas content du volet plutôt contraignant que prend cette politique. Donc le Parlement européen participe au grand chantier important chantier politique important de l'Union européenne. Sylvain Gall, sur ce sujet j'ajouterais, du bilan du mandat, en quelque sorte. Je compléterai les propos d'Ania avec le fait que, sauf erreur de ma part, le Parlement européen, alors qu'il n'était pas censé être décisionnaire, a joué un rôle d'impulsion très important au moment au moment où a été décidé aller à Bruxelles le principe du plan de relance. Du pacte vert. Du pacte vert, mais je pensais aussi au plan de relance, enfin à ce qu'on a fini par appeler le plan de relance, alors que pour des raisons de récit politique, selon moi, c'est une figure récurrente de l'histoire de la construction européenne. Tout le monde a bien voulu s'abriter derrière le couple franco-allemand et la grande conférence de presse donnée par Angela Merkel à l'époque et Emmanuel Macron. Ça devait être le 18 mai 2020 de mémoire, mais en réalité, le principe même qu'il fallait monter un plan de relance, c'est-à-dire un budget extraordinaire qu'on allait articuler avec le budget ordinaire, le fameux cadre financier pluriannuel, c'est quelque chose qui, de manière convergente, a été demandé, sauf erreur de ma part, par le Parlement européen, même si le Parlement européen a tout de suite mis la barre très très haut, puis ça a été repris très vite par la Commission, et même d'une certaine manière, le Conseil européen, dès le mois de mars, a dit c'est une très bonne idée, et donc il a chargé la Commission européenne d'élaborer des propositions, puis ensuite, le couple franco-allemand a pris les devants, et tout le monde a dit c'est formidable, ça va faire ballonner ça, on va voir comment les gens réagissent. Donc, bon, je voulais ajouter ça parce que... Le Parlement a bien exercé sa fonction délibérative. Absolument. Alors même que, toujours pour continuer à répondre à votre question, on sait bien que l'Union européenne se caractérise par ce qu'on pourrait appeler une espèce de fédéralisme inversé. C'est-à-dire que, en général, enfin, partout où ça existe, je sais pas, prenons les États-Unis, prenons l'Inde, prenons l'Allemagne, prenons la Suisse, prenons le Nigeria, l'Indonésie, on met au niveau fédéral, au niveau de l'État fédéral, un certain nombre de compétences considérées comme, appelons-les régaliennes, et puis on met au niveau fédéré des compétences qui vont davantage concerner un niveau plus local. Et là-dedans, il y a évidemment le budget. Voilà. Et il y a aussi la réforme de la Constitution. Or, en Europe, comme chacun sait, même si ça évolue progressivement, la compétence du Parlement européen, précisément, il n'y a pas dans les compétences du Parlement européen le fait d'avoir un pouvoir d'initiative budgétaire, en particulier sur le vote des recettes. En tous les cas, vraiment, le cadre financier pluriannuel, le budget de l'UE est vraiment à la main des États, et le Parlement européen peut donner son avis, mais il n'a pas la main. Or, on sait tous
tous « no taxation without representation », c'est le grand principe de la démocratie représentative. Donc ça, il y a un moment donné où le Parlement européen va finir par franchir je ne sais pas s'il faut appeler ça une barrière ou un plafond de verre. Et puis il y a par ailleurs la compétence constitutionnelle. À chaque fois qu'on réforme les traités, le Parlement européen peut donner son avis, mais enfin il n'est pas considéré comme décisionnaire. Bon, donc ça, on espère que ça va changer un jour. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles finalement, dès lors qu'on veut faire avancer l'Union européenne, la faire évoluer, l'approfondir et faire de grands changements, on n'envisage plus trop forcément de passer par la voie de la réforme des traités. Peut-être parce que c'est une question sur laquelle le Parlement européen n'a pas la main, et on a bien vu avec le traité constitutionnel de 2005 que quand on laisse les États reprendre la main tout seuls, ça n'aboutit pas forcément à un succès. Alors de deux choses l'une, soit il faudrait considérer que le Parlement européen puisse avoir un véritable pouvoir constituant, là aussi partagé avec la Chambre des États membres, le Conseil, soit au contraire, moi ça me gêne pas qu'on fasse avancer un certain nombre de choses, et le Parlement européen est très actif, sans forcément avoir à réformer les traités. Donc en tous les cas, sur la législature écoulée, Anya l'a dit, il y a le Green Deal, il y a le plan de relance, il y a le pacte asile et migration, il y a la législation sur la protection des données, et en particulier des citoyens, donc DSA, DNA. Le Parlement européen joue un rôle très important, mais il me semble, et là, je pense que c'est vous, Pervenche Berès, qui peut-être le savez encore mieux que nous, qui ne sommes qu'universitaires, si j'ose dire, et on n'a pas vu ça de l'intérieur. Je me demande si ce rôle très important du Parlement européen ne va pas de pair avec le fait que, quoi qu'on en ait dit, notamment dans les médias, la Commission européenne a continué à avoir un rôle très important, quand bien même avec la crise de la zone euro, on a pu avoir l'impression que c'était le Conseil européen qui s'occupait de tout. Il y a quand même un certain nombre d'articles qui ont montré, pour le dire très rapidement ou schématiquement, que la Commission européenne, y compris dans la crise de la zone euro, a continué à exercer un leadership, on pourrait dire, from behind, et que dans la législation un peu souple du two-packs, six-packs, du fameux traité budgétaire européen où la Commission est juste censée avoir un rôle un peu de contrôle, en fait, comme elle bosse à 7 jours sur 7, H24, ce qui n'est pas le cas des gouvernements qui n'ont pas le temps, qui ont plein de choses à gérer, des crises totalement imprévues. En vérité, la Commission, comme le Parlement européen, qui lui aussi, là encore une fois je parle sous votre contrôle, le Parlement européen, on a des parlementaires qui, H24, 7 jours sur 7, il n'y a pas trop de cumul des mandats, ils font que ça. Des fois on leur reproche, on dit « Ah, vous êtes trop loin du terrain, vous êtes éloigné des citoyens ». Ouais d'accord, mais en attendant, les parlementaires européens travaillent énormément. Anya le rappelait, ils ont une fonction de contrôle, et de la Commission, et du Conseil, et du budget, ex ante, ex post. Et donc, même si ça ne se voit pas, parce que les chefs d'État et les ministres occupent l'espace médiatique et disent « J'étais à Bruxelles, j'ai fait ceci, j'ai obtenu cela, j'ai empêché ceci, j'ai empêché cela », mais dans les faits, le Parlement et la Commission font quand même tourner la machine tous les jours, quoi. Anya Thomas, vous voulez ajouter quelque chose ? Peut-être aussi en réagissant au fait que, quand même, dans cette mandature qui vient de s'écouler, le Parlement européen a aussi pris l'initiative de demander une révision des traités, à travers le pouvoir qu'il a de demander la convocation d'une convention, demande qui est restée lettre morte du côté du Conseil. Donc peut-être en ajoutant cette dimension dans les éléments de votre réponse. Oui, l'élément qui m'est venu à l'esprit tout de suite quand Sylvain a parlé est aussi l'élément des négociations des vaccins qu'on a vu pendant la crise du Covid, parce que les Européens auraient certainement pas eu les mêmes conditions, ces vaccins sous les mêmes conditions si on n'avait pas eu le Parlement européen et la Commission qui ont soutenu. Je rappeler que l'Union européenne est l'espace à l'échelle mondiale qui a été la mieux protégée contre la Covid, y compris grâce à cette campagne de vaccination. Je crois que c'est quand même très important de le rappeler. Vous avez raison. Sans omettre pour autant qu'il y a quand même eu 1 300 000 morts de la Covid, si on inclut les décès britanniques.
Et concernant le futur de l'Union européenne et la révision des traités, évidemment, le Parlement européen a toujours joué un rôle absolument primordial. Si vous pensez ça c'est plutôt le domaine de Sylvain, mais au rapport Spinelli dans les années 80, jusqu'à son rôle primordial dans la Convention qui a préparé le traité constitutionnel, dont on a vu une partie des avancées dans le traité de Lisbonne. Donc le Parlement européen est là aussi un vrai laboratoire d'idées constitutionnelles, et je pense que avec la période que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire cette nouvelle réflexion sur une Europe plus géopolitique, sur l'élargissement, le Parlement, et vous avez mentionné déjà le rapport des 12 que vous avez rédigé avec donc 11 autres personnes du franco-allemand. Nous voyons que le Parlement européen va être primordial comme espace de réflexion, comment nous pouvons mener à bien cet exercice, comment rendre l'Union européenne capable d'accueillir jusqu'à 35 États membres, de garantir la qualité de la démocratie dans l'Union européenne, de garantir la capacité de l'Union européenne de continuer à légiférer, parce que de légiférer à 35 n'est pas facile. Nous avons tout un tas de problématiques quand nous sommes à 35, que nous avons par exemple vu lors de la négociation de la directive sur le devoir de vigilance, parce que nous pouvons parfois, dans ces négociations à plusieurs échelles, avoir des phénomènes paradoxaux, comme par exemple dans ce cas une participation très très forte des ministères de justice à une décision qui aurait dû relever plutôt des ministères de l'économie. Et si nous multiplions ce genre de problèmes à 35, nous devons vraiment réfléchir comment on peut arriver à une législation substantielle et importante. Donc ces questions-là, je pense que le Parlement européen sera l'endroit de réflexion vraiment primordial à ce sujet. On va revenir sur cet enjeu au fond de qu'est-ce qui attend ceux qui seront élus le 9 juin dans le prochain Parlement européen. Mais avant ça, moi je trouve que c'est très important qu'on regarde effectivement, et comme vous l'avez fait tous les deux, ce qui a été accompli dans ce mandat-là. Parce que c'est vrai que pour avoir été moi-même en négociation avec le Conseil, je sais très bien quel est le jeu dans ce système institutionnel dont on a rappelé qu'il était hybride ou baroque. La Commission européenne a un rôle qui est de mettre les propositions sur la table, qui sont ensuite négociées entre le Conseil et le Parlement européen. La Commission adopte sa propre stratégie, aller très loin pour pouvoir donner du mot à la négociation, ou compter sur le Parlement européen pour rééquilibrer les choses compte tenu du rapport de force au Conseil. Enfin, tout ça est un jeu d'expertise de négociation qui nous intéresse pour les académiques que vous êtes sûrement, mais qui pour les électeurs est peut-être moins important que le résultat de cet équilibre des négociations. Et dans l'équilibre des négociations, moi ce qui me frappe quand même beaucoup, c'est que bien sûr la négociation au Conseil est contraignante, c'est-à-dire que d'une certaine manière, même si il y a une codécision entre le Parlement européen et le Conseil, si le Conseil veut pas, on est bloqué. Tant qu'au Parlement européen, on vote, donc on a un mandat, on sait où on veut aller. Mais face à un veto, forme de veto du Conseil en tant qu'institution, rien ne se fait. Simplement, il me semble que dans ce mandat, on a quand même quelques pierres très importantes, et vous les avez citées, qui marquent des progrès d'une législation européenne qui n'aurait pas existé sous cette forme sans la pression et sans le travail d'assemblées délibératives et de travail, pour reprendre vos expressions, du Parlement européen. Et dans l'ordre, évidemment, il faut mentionner la question de l'état de droit, parce que cette question, face à ce problème de tension dans les légitimités entre les différents États membres et de leur comportement dans leur politique intérieure, il y avait une forme de
timidité ou de frilosité de la Commission d'une part et de paralysie du Conseil qui a été débloquée à l'initiative du Parlement européen. Donc ça, il faut quand même me le rappeler. Donc le Parlement européen, je ne sais pas si on peut parler de déficit démocratique dans cette institution, mais elle a été vecteur des conditions de respect de la démocratie. Bon, on va pas prendre texte par texte, mais sur l'affaire des vaccins, le Parlement européen a été un soutien inconditionnel et absolument stratégique pour l'emporter. Sur, vous l'avez dit, le plan, la facilité de reprise et de relance, dans les équilibres, le Parlement européen a pesé de tout son poids, y compris pour que les investissements ainsi autorisés ou financés le soient en faveur d'objectifs très ciblés de transition écologique. Donc là, il y a vraiment une contribution. Sur le soutien à l'Ukraine, il y a eu un signal immédiat du Parlement européen très fort, à un moment où on a parfois vu la discussion un peu flotter au Conseil, et je ne peux pas renvoyer à cette forme de bilan très très sommaire, mais sans mentionner quand même deux textes qui étaient de la responsabilité notamment de Nicolas Schmit, qui était le texte sur le salaire minimum, qui est un texte qui a vu le jour parce que dans les conditions de l'élection d'Ursula von der Leyen, elle avait besoin du soutien des socialistes, et les socialistes avaient mis ce texte comme étant pour eux un élément clé à l'appui de leur soutien à sa désignation d'une part, et d'autre part le dernier texte qui a été voté, qui est quand même un des textes très significatifs, qui est la question, la directive sur les travailleurs des plateformes, qui était une espèce de zone de non-droit, et où on a vu ceux dont on considère qu'ils font la pluie et le beau temps au Conseil, à savoir la France et l'Allemagne, être d'une certaine manière mis en échec par le Parlement européen. Donc je pense que c'est quand même très important y compris pour des universitaires qui peuvent regarder parfois, je dis pas ça pour vous deux, hein, mais dans le paysage, on voit une tendance comme ça à dire mais au fond c'est le Conseil qui décide. C'est pas vrai. C'est pas vrai quand il y a une codécision et que ce soit sur du long terme, c'est-à-dire en impulsion un terrain du débat en amont ou dans la décision concrète de la Commission. Je vous propose peut-être de terminer cet échange très riche en nous projetant dans le prochain Parlement européen. Alors on a déjà évoqué le risque d'une présence forte de l'extrême droite, avec ce que ça veut dire pour la délibération au Parlement européen. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que tout de même, si on regarde ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent, il y a énormément de défis, on va en faire toute la liste, mais quand même, dans les méga-blocs, il y a ce sujet que vous avez commencé à évoquer, qui est la tension entre est-ce qu'il faut d'abord réformer les traités, et qu'est-ce qu'il faut changer au fonctionnement de l'Union européenne, et comment est-ce qu'on va organiser l'élargissement. Et la réalité, c'est que la guerre en Ukraine change beaucoup la donne. Elle a conduit l'Union européenne, dont la politique étrangère finalement la plus efficace est la promesse d'adhésion, à s'exprimer ainsi vis-à-vis de l'Ukraine, obligeant à reconsidérer les conditions d'adhésion des Balkans, qui sont sur une liste d'attente depuis de nombreuses années, avec cette tension entre les deux. Alors moi j'ai ma propre opinion sur la façon de faire, mais c'est pas l'objet de... Enfin, je dirais peut-être ma proposition à la fin, mais je voudrais vous entendre tous les deux. D'abord sur deux aspects. Bon, on est ici dans un pays où l'appétence pour l'élargissement est faible. Et pourtant, on est dans un moment où on voit bien que géostratégiquement, on ne peut pas ne pas avoir fait cette promesse d'adhésion. En même temps, un argument de géostratégie ne suffit pas à justifier une adhésion. Donc, comment est-ce que vous voyez l'organisation de ce débat dans le prochain Parlement, et la question, c'est peut-être la première, de cette présence
cette thématique qui va définir le prochain mandat dans la campagne électorale elle-même? Alors, sauf erreur de ma part, parce qu'il faudrait vraiment réussir à bien observer en même temps les 27 campagnes électorales, la question de la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie prend moins de place dans la campagne, dans les campagnes, que ce qu'on pouvait anticiper. Et si ce diagnostic est exact, il me semble que ça témoigne non pas d'une indifférence, mais plutôt du fait qu'il y a un consensus globalement et que par conséquent, il n'y a pas besoin d'en faire un sujet de débat. C'est-à-dire que même les forces politiques, pensons en particulier toujours le même groupe Identité et Démocratie qui rassemble les partis d'extrême droite au Parlement européen, qui historiquement, traditionnellement, sont, pour dire la chose très vite, très méfiants vis-à-vis de l'OTAN, qui ne sont pas atlantistes, et qui sont plutôt, comme on dit, russophiles et plutôt poutinophiles, et même pour un certain nombre d'entre eux, financés par l'État russe de Poutine. Même ces forces politiques-là, depuis l'invasion de février 2022, ont mis énormément d'eau dans leur vin et se font très discrètes, et donc ne font pas du soutien de l'UE à l'Ukraine et des sanctions de l'UE vis-à-vis de la Russie un sujet de débat. Alors c'est peut-être un peu plus le cas en Allemagne avec l'AfD, Anya nous le dira, mais même là, donc paradoxalement, la guerre d'Ukraine est beaucoup moins un sujet de campagne électorale qu'on pouvait le penser, alors même que, me semble-t-il, dès lors qu'on voit que dans les enquêtes d'opinion, il y a, là aussi je suis très schématique, mais je crois ça reste exact, il y a une forte demande des citoyens européens pour une politique de défense européenne. Il pourrait y avoir, moi je le regrette, pour l'instant ça n'y est pas et ça n'y sera pas, puisqu'il reste que 2 à 3 semaines, il pourrait y avoir, mais ça viendra sans doute après, grâce au futur Parlement européen, il pourrait y avoir un véritable débat sur, ok, il y a une demande citoyenne pour une défense européenne, une défense par les Européens du territoire européen, alors quelle forme ça doit prendre? Et à mon avis, ça va arriver, et je ne serais pas surpris que ça soit initié par le futur Parlement européen. Ça serait ma première réponse. La deuxième, c'est sur l'élargissement. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de débat. Il y a des partis politiques qui quand même disent de temps en temps, en passant, sans que ça fasse vraiment le buzz, attention, on n'est pas pour l'élargissement, mais si on prend l'exemple de l'élargissement à l'Ukraine, mais si on prend l'exemple de la France, sauf erreur de ma part, le parti qui dit ça vraiment, c'est Reconquête, qui n'est pas un parti central, et le Rassemblement national sur ce sujet, je crois, dit aussi qu'il n'y a pas d'urgence à élargir à l'Ukraine, mais pour autant, ça prend pas de manière polémique dans le débat. Donc ça, c'est sûr que, ça me paraît probable qu'une fois que le Parlement européen sera élu et que l'agenda de l'élargissement sera, à mettre en place, là, on va voir effectivement des forces politiques au sein du Parlement européen qui peut-être vont se dévoiler et dire, nous finalement, on est contre. Et là, le rôle du Parlement européen sera très important, même si, sauf erreur de ma part, les forces politiques, les députés européens qui seront contre l'élargissement, je crois, d'après les projections qu'on voit, seront très minoritaires. Mais donc, du coup, le débat va avoir lieu au sein du Parlement européen sur selon quelle modalité on élargit, et le rapport des 12 dont vous étiez, Pervenche Berès, fait un certain nombre de propositions. Enfin, on sent bien que chez les experts, qu'ils soient politiques, académiques ou autres, la question de comment on va cette fois-ci procéder pour élargir? Est-ce qu'on fait un élargissement comme d'habitude, c'est-à-dire un examen final? Est-ce qu'on fait un élargissement graduel? Bref, voilà, il y a plein de propositions. Ça, c'est sûr que le Parlement européen va s'en emparer et va être force de proposition. Oui, je suis aussi d'accord que cette question, elle n'apparaît pas tellement clivante, en tout cas
dans la campagne électorale, même pas en Allemagne où il faut encore voir comment à la fois l'AfD et la liste Sarah Wagenknecht, la nouvelle liste, va se positionner par rapport à ça. La liste de gauche. Hein, la liste de gauche. De gauche populiste. Oui, ce mot était... Sarah Wagenknecht était communiste et elle a quitté la principale formation communiste pour faire sa propre liste, effectivement. Et donc, nous ne sommes pas dans un débat politique encore autour de l'élargissement. Il me semble qu'il y a une sorte de consensus. Ceci dit, il me semble aussi que dans les prochaines années, il va y avoir plus de discussions, plus de débats. Il vont y avoir plusieurs clivages. Les clivages que tu viens de mentionner, c'est-à-dire le clivage plus peut-être pro-russe ou pro-autre structure de sécurité en Europe, ou un autre positionnement autour de est-ce que l'Union européenne elle-même elle doit être une communauté de sécurité. Ça, ce sont des débats qu'on doit avoir parce que nous voyons aussi que sur le terrain nous ne sommes pas toujours bien, par exemple dans l'industrie de la défense. Donc premier clivage. Deuxième clivage, un clivage autour de qu'est-ce que nous voulons avec cette Union européenne, qu'est-ce qui est le futur de cette Union européenne. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui apparaît un tout petit peu dans les débats en Allemagne. En tout cas, quand on compare les sujets qui sont importants pour les citoyens français et allemands, les citoyens allemands, il y a 35% qui ont coché le futur de l'Union européenne, donc quelle configuration institutionnelle pour une Union européenne plus grande, quel type d'élargissement, comment vérifier les différentes étapes de mérite, comme vous l'appelez dans le rapport des 12, et qui soit bien rempli. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose dont on parle, mais sans que les partis politiques prennent tellement des positions fortes là-dessus. Je pense que nous sommes actuellement encore dans une phase où effectivement la réalité de l'attaque sur l'Ukraine est tellement prégnante sur tout le monde que ce nouveau paradigme de géopolitique est très très fort, et il va falloir voir si ce paradigme reste pour la prochaine mandature du Parlement européen. Merci beaucoup. Nous en arrivons au terme de notre entretien. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite ajouter quelque chose pour conclure ce débat sur quel déficit démocratique dans l'Union européenne. Écoutez, tout simplement, même si c'est pas forcément un énoncé très académique, sans doute que la façon, on pourrait dire, à la fois la plus simple et la plus pratique de s'inscrire en faux contre l'idée ou la crainte d'un déficit démocratique, c'est d'aller voter le 9 juin. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà, on ne peut pas. J'ai participé mardi dernier à un débat en Allemagne sur les élections européennes, et quelqu'un a posé la question à la fin est-ce que les jeunes devraient aller voter, est-ce que cela a du sens, et la seule réponse qu'on peut donner, c'est que si on veut participer à la démocratie, si on veut avoir son mot à dire, il faut bien aller voter. Sinon, on ne peut pas s'exprimer. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu l'occasion d'évoquer beaucoup des enjeux de cette élection et aussi de ce qui attend le prochain Parlement européen dans une contribution originale au fonctionnement d'une démocratie européenne qui peut aussi avoir un impact sur le fonctionnement des démocraties nationales. Merci beaucoup. Merci à vous.